une guidance aussi. Hop, excusez-moi, le Mondo a glissé. Nous avons démarré juste avant que j'aille vous le dire. Et donc la 81e session a débuté. Nous étions en train de parler des corps des singes, c'est-à-dire des corps que nous serions si nous sommes des singes. Et alors, c'était la mère, je crois, d'un anthropologue célèbre, oh, un très fameux, qui lui avait dit toi, tu es peut-être un singe, mais moi, je n'en étais pas. Et, et donc, c'est- euh, en fait, oui, est-ce que l'être humain est complètement euh, biologique? Ou est-ce qu'il est une rencontre de la biologie et de quelque chose d'autre? Est-ce que c'est une espèce d'interface entre deux choses, l'être humain? Euh, les darwiniens disent qu'il n'est qu'un fruit de l'évolution, qu'une branche de l'évolution. Et, mais la question est débattue. Et Et l'ADN est peut-être une des sources de renseignements importants. Bonjour Sylvie, Bonsoir. nous commençons la 81e session. Avez-vous un, un thème ou un sujet ou une question que vous voudriez avancer, ainsi que Denis, voire l'inviter par chat ou... euh, Donc, du coup, vous avez fait une présentation par rapport à l'ADN, c'est ça? Oh non, c'était juste la première minute, là on débute juste. Je disais D'accord. juste que précédemment avec Denis et l'invité, nous parlions de l'être humain comme un singe et qu'il fallait que pour qu'il connaisse l'esprit, il fallait qu'il connaisse au moins son corps de singe. S'il négligeait la connaissance de ce corps animal, voire archaïque, ben, il n'aurait pas toute la connaissance de soi. C'est ce qu'on disait, hein. D'accord. Et donc, alors, moi, je vous propose de continuer donc sur notre lancée, c'est-à-dire de reprendre, qui consiste à reprendre chaque premier séminaire, 5 par 5, comme ça, par contingent de- d'une demi-dizaine, et puis de les faire passer à la lecture par l'IA, notamment Notebook LM, Gemini, l'IA de Google, et en l'année 2025, parce que dans les années suivantes, tout ça va évoluer très vite. Mais donc actuellement, de reprendre, de recueillir ce que ces lectures, et- on va appeler ça lecture IA, font des premiers séminaires. Et effectivement, c'est comme une petite épuisette, ça nous filtre quelque chose. On a là Mhm. une espèce de récolte qui a des erreurs, qui a des flous, mais qui a une espèce d'indépendance et surtout qui est très parlant, qui est qui stimule énormément l'intelligence, enfin, qui est très intrigante. Mm. Mhm. Vous avez Oui, suivi un peu Sylvie, Oui, vous avez suivi? oui, Ouais. oui, je Mm. trouve que ça synthétise bien. Mm. Alors Mhm. après, c'est vrai que c'est très raccourci, mais du coup, enfin, je trouve que c'est très intéressant Mm. parce que Mm. Mm. ça permet, je pense, de peut-être, comment dire, toucher un plus grand nombre de personnes, en fait, Mm. parce que ça paraît plus accessible, en fait. Oui, 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 et oui. puis ça donne une espèce de confirmation. Ça veut dire que oui, les études qu'on a faites
durant ces 2 ans sont intelligibles. On peut en rendre Mm. compte et et les comptes rendus sont très suggèrent des pistes très praticables Mm. et assez créatives, inventives. Oui. Mm. J'ai une vision des cas, mais c'était vraiment très bien. Mhm, Mm. mhm, mhm. Donc là, moi, j'ai pris les 5 suivants, c'est-à-dire la 6e séance jusqu'à la 10e, la 6, 7, 8, 9, 10, et j'ai constaté que c'est à chaque fois comme une espèce de résidu, enfin de desséché, c'est un concentré de chaque session. Mais alors, de la 5 à la 10e, on ne parle pas beaucoup d'ADN, mais ces séances-là parlent surtout du début de la civilisation. Mm. Et, et, le, et il est probable que pour vraiment défendre aujourd'hui, au temps actuel, défendre sur la bataille qui va avoir lieu, sur le champ de bataille qui va avoir lieu, de défendre la conservation de l'ADN par les individus. Je veux dire, on appelle ça on peut appeler ça la conservation nominale, ou bien au contraire d'interdire aux individus d'en avoir la connaissance, comme dans la Bible on interdit de toucher à l'arbre de la connaissance, et Mhm. puis de laisser la gestion de l'ADN à des intelligences spécifiques et adaptées à ça. Voilà ce que sera une des batailles à venir, probablement, il me semble, hein, Mm. dans, ou en tout cas de lutte dans l'extension du domaine de la lutte, hein, comme on disait, ou comme Welbeck disait. Mm. Et donc, c'est pour pouvoir argumenter donc de la, du bien fondé d'une conservation nominale, il est probable qu'il nous faille bien connaître l'histoire de la civilisation, l'histoire de cette industrie qui nous mène aujourd'hui à cette possibilité à cette alternative. Est-ce que l'individu peut avoir connaissance de son code, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui reste réservé à l'arbre de la connaissance, mais dont l'individu ne peut pas, n'a pas le droit de croquer? Comme aujourd'hui, en France, il est interdit de lire son ADN, de le déchiffrer. Euh, alors, on ne sait pas comment ça se légitime, ça, parce que ça, c'est une petite anecdote personnelle. Je ne sais pas si vous avez fait la même, mais elle vaut la peine tout de même elle est instructive. J'avais essayé de contacter les comités d'éthique nationaux. Vous savez que ça ne répond jamais aux individus, hein, ça, les comités d'éthique. C'est une grande muraille complètement lisse où il n'y a pas la possibilité de poser la moindre question, ni évidemment d'avoir d'autres réponses que des choses qui nous viennent par des députés que l'on sait très, très, très au fait des choses. Et donc, alors, ce début de la civilisation, si on le regarde avec un petit peu comment dire, c'est enfin, en osant, parce que c'est tabou, hein, c'est tabou. Cet arbre de la connaissance, on n'a pas le droit d'après une certaine légende, hein. Mais si on soulève, sans croquer la pomme, mais on soulève un peu la feuille, on se rend compte qu'il y aurait eu du cannibalisme. Et que ça aurait été même peut-être très important. Certains disent qu'il y en a toujours.
c'est possible sans faire spécialement du complotisme ou des choses comme ça, ou de faire d'avoir des suspicions exagérées. Mais si effectivement le cannibalisme a été aussi important au début de la civilisation, et si aujourd'hui on n'en veut rien savoir, alors c'est très très probable que ça se pratique, justement par les effets de retour de refoulés et de choses comme ça. La deuxième chose qui est ressorti de ces extraits par l'IA c'était les drogues, ce qu'on appelle les antéogènes, et l'importance que ça aurait lieu dans le développement de l'humanité, soit des peuples entiers, encore une fois, si on ne veut pas considérer des individus, ou si on les considère simplement comme des objets de la cité vivante, de la civilisation vivante. Mais donc, en tout cas, pour les individus, les antéogènes sont interdits. Ils l'ont Mhm. souvent été freinés, ils ont été interdits, mais c'est aussi évident, paradoxalement, qu'ils sont extrêmement importants. Et que Freud, par exemple, qui avait pris beaucoup de cocaïne et qui en avait fait même une thèse, c'est comme ça il a été le premier à décrire des réseaux neuronaux, ensuite n'en a plus parlé du tout. Et il a parlé du cannibalisme, mais du cannibalisme du père seulement. D'un cannibalisme singulier dans l'histoire de l'humanité. Mais il a plus parlé des drogues, alors il en consommait pas mal, pour des raisons médicales et diverses. Et puis Haussmann, qui est un des grands théoriciens du cannibalisme, et il y en a d'autres, enfin, mais tous ces gens ne parlent pas des drogues. Les gens qui parlent des drogues comme des choses qui ont une importance dans la civilisation sont considérés comme des marginaux, entre guillemets, des drogués, mais ne sont pas des universitaires ou ne c'est pas considéré comme des champs. Il n'y a pas de chaire universitaire en, en chamanisme enfin en pratique de drogue. Et les armées font ça dans le secret. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça dans le secret, mais la population n'a pas le droit de savoir grand-chose là-dessus. Et puis il y a une troisième chose qui est ressortie de ces webinaires-là. C'était vers le huitième, je crois. Ça m'a un peu surpris, mais c'est parce que je m'en souvenais pas, mais c'était une allusion au phosphénisme de, Mhm. d'un, d'un docteur Francis Lefébure, un Parisien était, qui a développé ce qu'on appelle un petit délire paranoïaque, mais de bon aloi. Il faisait bien d'oser de se risquer à quelques fantaisies, parce que il faisait la promotion de techniques de phosphène, c'est-à-dire d'impression lumineuse, soit ou auditive, mais d'impression rémanente de perception sensorielle puissante. Donc, quand on entend un grand bruit, ben, on a les oreilles qui résonnent pendant un moment, et quand on regarde le soleil quelques secondes, ben, pendant de longues secondes, il y a une image qui reste dans le cerveau, ça s'appelle un phosphène, et ça a certainement été utilisé dans des prières et dans des rituels, et il est probable que ça a eu aussi une très grande influence. Mais là, on entre dans toutes les technologies de méditation qui sont soit de répéter des mantras, soit aussi des phénomènes de respiration, tous ces phénomènes d'imprégnation d'imprégnation des sens, de la sensorialité interne ou externe ou perceptive du corps, font partie d'une même catégorie, mais qui est surtout, qui était flagrante avec le soleil, avec le culte du soleil, où très probablement il y avait un usage de cette imprégnation par la lumière. Et d'ailleurs,
Lefébure, c'était un médecin hein, parisien, et dans sa vie, il a consacré sa vie à rechercher, à étudier ces phénomènes. Il en avait même déduit ou construit une espèce de machine, il appelait ça la machine, à faire monter Kundalini, parce que c'était à l'époque où on parlait de ça. Mais en fait, on a retrouvé qu'effectivement, l'anthropologie, enfin l'archéologie, pardon, l'archéologie a retrouvé cet appareil à faire tourner des miroirs devant la lumière, enfin de ce que le Fébure avait retrouvé par son imagination. Les anthropologues, les archéologues les ont trouvés, en effet, en Chaldée, dans les milieux les premiers milieux de la civilisation, c'était en effet utilisé par sans doute des médecins, des alchimistes, des chamans, et les archéologues qui ont trouvé ça, qui ont appelé ça le strophalos, je crois, enfin ils lui ont donné un nom, il en fallait bien en donner. Le strophalos veut dire aussi autre chose, c'est employé ailleurs, mais ils ne savaient pas trop à quoi ça pouvait servir. Ils comprenaient avec des courroies, enfin que c'était pour faire tourner des miroirs. Mais il ne connaissait pas le Fébure qui, lui, avait de son côté retrouvé en quelque sorte cet instrument de magie. Alors, de magie parce que ça provoque des effets cérébraux ou psychiques ou de mémoire, et là on entre dans la question présente. Est-ce que tout ça peut être unifié? C'est-à-dire les antéogènes, les pratiques de stimulation en soi-même de phénomènes chimiques. Et puis, troisièmement, le phénomène d'ingestion de l'image de soi, de l'image de son semblable, est-ce que là, ça provoque quelque chose de spécifique, pas simplement d'alimentaire et de molécules correspondant à celles de notre corps? Peut-être est-ce que ça a un effet déjà chimique et diététique comme ça, mais psychologiquement, c'est peut-être très spécifique en jouant un rôle très probablement à l'endroit des formations narcissiques du cerveau, c'est-à-dire des lieux cybernétiques qui intègrent la propre image du corps, ce qu'on appelle l'image de soi, ou les projections de son image en soi avec l'image que l'on voit dans le miroir, et puis l'autre qu'on avale ou qu'on mange. Tout ça pourrait provoquer pas simplement des choses culturelles, mais aussi des choses purement synaptiques, purement de circuits neuronaux, et à voir éventuellement donc de quelle manière ils seraient liés au code ADN. Donc c'est cette question que nous devons un petit peu débrouiller le mieux possible avant de savoir si il faut et pourquoi conserver son ADN durant sa vie. Donc on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, que ça serait peut-être intéressant de le conserver à différentes époques de sa vie, Oh, oui, peut-être bien. peut-être plus jeune, Oui, enfin, oui, oui, etc. Enfin, je sais pas, mais c'est. oui. À ceci près que, attends, oui, oui, mais alors là, vous faites une suggestion, des inquisiteurs viendraient vous interroger en disant, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en plus de ça, vous voudriez le faire à différentes époques? Et si vous répondez, c'est parce qu'à ce moment-là, on peut voir des variations et on vous dirait, ah oui, mais attention, justement, ça ne varie pas. L'ADN, c'est une personne. Et si vous étudiez les variations, c'est que vous faites des séquençages et vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, il faudrait justifier la raison pour laquelle ce serait intéressant de le faire à plusieurs âges de sa vie. Évidemment, pour un biologiste qui aurait le droit de faire des séquences, évidemment, ça serait très précieux. Oui. Mm. Mm.
Je vais peut-être aujourd'hui, ça me vient comme ça, mais j'y ai pensé depuis longtemps, hein. Évidemment depuis. Mais je vais le mentionner parce que ça va nous donner un élément à ajouter dans cette réflexion. Je vais mentionner le fait que c'est une anecdote, qui arrive, mais qui croise ce chemin, à savoir le fait que j'avais été invité à écrire, c'était durant l'année 2025, là, j'avais été invité à écrire sur justement ces temps anciens, sur la scène primitive, sur les époques du cannibalisme euh, égyptien et méditerranéen, et puis sur les antéogènes et tout ça. De cette époque-là, j'avais été invité à écrire sur l'histoire, sur la vie d'Akhenaton, et de faire une préface à un livre qui mettait en scène, un roman qui mettait en scène la vie d'Akhenaton et sa vie. Donc j'ai écrit cette préface. Et les chroniques de la vie quotidienne ont fait que je n'ai pas eu beaucoup d'informations après, je n'ai pas eu de nouvelles, je ne sais pas où mon texte est passé, comment il a été reçu, si le livre va être publié. Comme il aurait dû être publié en septembre et que septembre est passé, je m'autorise d'en parler. Pour dire que ce que j'avais développé à l'époque dans cette préface, c'était si on peut dire, une anatomie du moi. Le moi freudien, il y a le moi, le ça, le surmoi. Freud a fait une théorie du moi. Et puis dans le moi, ben, il n'a pas mis grand-chose. Il a mis la conscience, des pulsions, mais disons que c'était une espèce de carrefour, c'était une espèce d'instance qui n'avait pas en elle-même de qui n'avait pas été il n'y avait pas la formule du moi, si on peut dire. Il y avait son contexte, il était dans la psychologie collective, il était relié donc au ça, euh, c'était on trouvait des règles d'application de la pulsion, mais euh, euh, il n'y avait jamais, enfin, Freud n'a pas fait quelque chose d'aussi précis que ce que je m'étais, donc j'ai entrepris de faire, réussi ou pas, je ne sais, mais en tout cas, c'était de décrire le moi comme une instance triple. Euh, et, et particulièrement qui allait actuellement, au terme où nous arrivons de ces études, qui allait particulièrement pouvoir nous aider à réfléchir sur le fait que l'ADN pouvait être quelque chose qui était une instance triple. Dans ce sens où, quand on parle de conservation de l'ADN ou quand on parle de l'ADN, en fait, on sait très très peu ce que c'est. On sait qu'il y a des choses héréditaires qui se transmettent. On sait qu'on peut reconnaître des individus à partir de traces d'ADN, qu'on peut les identifier, des traces. Mais la fonction même de l'ADN, ce que c'est, ben, on en sait très très peu de choses. Quand on le voit en filament, c'est parce que la cellule est morte et a été prise par certains composés chimiques, ou bien c'est parce que la cellule est en train de se diviser, qu'il y a des espèces d'agglomérats d'ADN qui se font et tout. Mais dans la vie habituelle, dans le noyau, l'ADN semble être semble flotter d'une manière qui est peut-être tout autre que celle que l'on détecte sous le microscope. Et d'une part, l'ADN, donc, même sa forme est finalement incertaine, ou on n'en a que des indices qui sont peut-être trompeurs. Et puis, deuxièmement, son histoire. Est-ce que donc l'ADN en fait est plein, presque, c'est un petit peu comme le cosmos ou le corps humain où il y a 95% d'eau, eh bien dans l'ADN il y a 95% de n'importe quoi, ce qu'on appelle c'est des répétitions de virus qui se sont implantés
dans le noyau. Ça, nous avons en ce moment Didier Raoult qui a écrit un bouquin qui résume bien ces choses-là. Donc l'ADN est plutôt un champ de bataille, un champ chaotique, plutôt que ce que on penserait être d'abord une carte de visite, enfin, ou comme un numéro de sécurité sociale aussi ferme et définitif. Donc l'ADN pourrait avoir, en fait, pourrait être quelque chose qui a une dimension sociale. Ce serait comme une culture en général et qui prendrait des aspérités individuelles, mais globalement, ce serait plutôt comme le nous pour les mystiques, qui serait la valeur authentique de l'esprit, plutôt que les individus qui n'en seraient que euh, des, des scories, en quelque sorte. Donc, l'ADN, comme ça, semble pouvoir, c'était mon hypothèse, que semble pouvoir être rapporté à un autre modèle qui est celui du moi, qui serait aussi euh, plutôt composite. À savoir, je prenais l'exemple d'Akhenaton dans cette préface. Akhenaton peut être considéré comme un individu seul. Bon, il est tout seul, il fait sa vie, et donc il a son nom de baptême, même s'il en change. Et puis on va tout comprendre en comprenant le bonhomme. On va comprendre sa psychologie. Mais c'est peut-être une énorme erreur de limiter la psychologie d'un individu à sa solitude. Parce qu'il y a une autre façon de comprendre Akhenaton, ce serait le couple. Akhenaton Nefertiti aurait peut-être été un des premiers, pour certaines raisons que l'on retrouve dans l'histoire, mais aurait été un des premiers couples que l'on aura appelé après Oedipien ou post-Oedipien, c'est-à-dire comme dans le décrit par exemple, l'ésotérisme asiatique. Il y a la Prakriti et le Purusha, la nature et l'esprit. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et finalement, le moi d'Akhenaton serait quelque chose qui n'aurait de sens ou ne serait intégrable que dans un rapport avec le moi de sa compagne, avec ou enfin, dans le rapport, ce qu'on aurait appelé à ce moment-là un rapport sexuel. Sans cela, les moi authentiquement seraient des métonymies d'archétypes, d'idéaux qui seraient simplement des imitations, de formatés, de répétitions, de symboles culturels. Il y aurait dans le couple moderne, qui aurait été éventuellement, serait apparu à l'occasion de l'épisode amarnien, il y aurait une psychologie particulière de la personne dans un rapport à l'autre qui pourrait être un rapport sexué et qui donnerait un moi différent de celui un peu ridicule de ce moi isolé qui serait tout seul sans autre finalement. Donc, ce serait une deuxième aspect du moi que l'on trouve aussi dans les chromosomes. L'ADN, ben, il est composé de deux ADN précisément, qui forment une espèce de couple, et c'est peut-être dans cette dynamique-là qu'on trouverait réellement quelque chose de singulier, en quelque sorte, de personnel dans l'ADN. Et puis la troisième dimension, c'est tout à fait, c'est la dimension de l'espèce où Akhenaton, à ce moment-là, étant donné qu'il avait été dirigeant de son royaume, il était devenu son royaume, il était devenu une collectivité. Il s'était identifié, il était devenu le représentant au point de devenir la collectivité même plutôt que, encore une fois, un individu singulier. Il était plutôt devenu une entité plurielle une multitude, comme chante Dylan, qui ose dire qu'il est une multitude et il n'est plus non plus un individu. Enfin, un individu unique, singulier, hein.
Donc on a la question de l'ADN doit être posée, enfin l'industrie de l'ADN doit être entreprise en posant ces questions de savoir ce que c'est, hein, cette molécule qui entre en résonance avec d'autres molécules de la nature pour faire des phénomènes très cosmiques et très mécaniques, enfin toutes sortes de choses. Du coup, on rejoint toutes les mémoires, en fait. Mémoire individuelle, les mémoires Mhm, collectives, mhm, tout à fait. Ah oui. mémoire Ouais, sociale. oui. 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 C'est le timbre de la mémoire, hein, l'ADN. Hmm. Oui, tout à fait, hein. C'est une autre façon de dire la mémoire. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Oui. Mhm, mhm. Je me propose de reprendre le schéma qu'on avait fait la dernière fois sur, et puis de le compléter un petit peu euh, sur ce schéma de la mémoire, c'est-à-dire du feedback, c'est-à-dire ce que le cybernéticien Norbert Wiener appelait le feedback, ce que le psychanalyste Jacques Lacan a appelé le graphe du désir, et ce que on peut reprendre en dessin. Donc, si j'effectue un partage, attendez, il faut que je prépare un peu ça. Comme ça, je partage l'écran ici. Est-ce qu'on voit bien le partage là? Pas encore, pas encore. Pas encore. Ça y est. Ça y est, bon. Donc, euh, je vais préparer mon crayon. Je vais voir si j'inscris ici en noir la charpente de ce graphe du désir qui commençait avec, on devrait pouvoir le voir ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Mhm. Le pinceau est choisi. Si, ça marche. C'est un peu lent, l'ordinateur doit s'habituer. Bon. Donc on disait que... Ah oui, mais ça ne marche pas avec le crayon cette fois-ci. Bon, ben je crains que on ait une mauvaise surprise. On va le faire comme ça. Tant pis, avec la souris, c'est... Donc là, on voit une flèche. On voit on voit par exemple des flèches, hein. Alors le feedback, euh, le feedback de la cybernétique est tout simple, hein. C'est quelque chose qui revient, euh, qui vient à partir d'un certain point, qui vient réguler la source. Quand par exemple vous avez un thermostat, une source de chaleur, et quand vous arrivez à un certain degré, vous venez réguler en arrière la source de chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle le feedback. Et nous avons vu la dernière fois que nous pouvions euh, euh, faire l'hypothèse, enfin mettre en hypothèse ici une image. Et ceux qui regardaient ici l'image allait être ce qu'on appelle le moi. Je l'écris un petit M comme ça. Et nous avions ici une formule du narcissisme.
Nous avons ici donc le supposé moi qui est en face de son image. On appelle ça le narcissisme. Et pourquoi est-ce que ça lui donne des effets? Parce que donc il se reconnaît, ou disons dans son cerveau, qui a un certain nombre de choses qui viennent de son corps qui est projeté dans son cerveau. Il va retrouver des correspondances avec cette image qu'il reçoit de son miroir, hein. Donc ça, c'était la question du narcissisme, mais qui, euh, à partir du moment où cette image acquiert une espèce d'autonomie, soit par justement des drogues antéogènes, soit parce que c'est une entité virtuelle, c'est un extraterrestre, c'est un autre, c'est un pur autre, c'est autrui, à ce moment-là, cette image va, au lieu de revenir directement comme ça, elle va lui revenir après un certain parcours, après un certain nombre d'exigences. Elle va par exemple demander quelque chose et il va falloir qu'il lui réponde avant de pouvoir euh, donc récolter le fruit de cette rencontre, hein. Et c'est là où le graphe du désir met un deuxième niveau, c'est que ce narcissisme fournit un moi plus riche, on va dire, pour l'instant, on va s'en tenir à cette expression, mais à partir du moment où ce narcissisme se compose de différentes étapes qui sont de la qualité, par exemple, de la demande pour l'image, et puis de la possibilité de réponse. Et ce que là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est que on avait par exemple ici l'image d'un extraterrestre ou bien d'une divinité apparue sous drogue ou bien dans un rêve, par exemple, et à ce moment-là, lorsque l'on répond à cette image, à sa demande, et si on n'est pas complètement, enfin, si on est encore capable de répondre, si on peut dire à ce moment-là, on va obtenir à ce moment-là, c'est ici que on va être dans un domaine qu'on appelle, je mets R+, on va appeler ça le réel, hein, comme les nombres réels, et puis et donc, on s'en était tenu là la dernière fois où on disait que finalement, ces entités antéogènes, ces divinités que l'on reconnaît à travers les plantes, elles sont réelles, mais elles sont effectivement bel et bien réelles, mais dans la mesure où nous sommes, nous, le moi est ici, est capable de recevoir ce parcours, où ici nous avons ce qu'on appelle la ligne du transfert, où il est capable de transférer un écho à la demande, si on peut dire, de l'image, pour avoir quelque chose de réel. Ce que j'ajoute aujourd'hui, pour être bien précis, c'est que ce réel, là on est dans le graphe du désir de Lacan, il l'a appelé, c'est ici qu'on appelle le signifiant d'un manque dans l'autre, mais c'est aussi simplement, on va l'appeler le sujet. C'est-à-dire, en fait, c'est un manque, c'est une absence. C'est-à-dire que dans ce réel, il ne peut se constituer et avoir son efficace que lorsque c'est rien, c'est ce qui manque. Et lorsque vous êtes lorsqu'on est en état de manque, que ce soit en état de manque de sommeil ou de nourriture ou d'amour, on va dire ça au moins, s'il y a quelque chose de réel, c'est qu'on manque, c'est de manquer. C'est quelque chose qui est différent de la souffrance, qui est différent de la perception, qui est différent de la, disons, c'est le début de la conscience, c'est le trognon de la conscience, c'est qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui va appeler et qui correspond d'ailleurs dans ce schéma, qui correspond à la demande. Si on répond à la demande, c'est parce que la demande a manqué de quelque chose et donc on va répondre en lui disant, ben, si tu me demandes de l'amour, c'est parce que tu en manques, par exemple. Donc c'est par cette question, ici nous avons la place du manque, et je le précise comme ça, pour
faire avaler la pilule, si on peut dire, de la chose choquante, c'est ce que Freud place à ce moment-là. Il dit ça, c'est la castration. C'est là où Freud parle de la castration, c'est-à-dire que Freud fait sans le savoir ou par intuition une théorie d'un état de manque qu'il appelle la castration et que Lacan va amener à la place de ce schéma, hein. Donc, on a en même temps ici la question on est dans ce deuxième degré du moi, où le moi est composé et composite d'un alter ego avec lequel il va entrer dans une relation. Et cette relation, pour qu'elle soit euh, dans le sens, enfin, pour qu'elle construise un moi, c'est une relation sexuelle. Et à ce moment-là, donc c'est une étape, si on peut dire, de cette où nous avons ici donc alors pour bien le marquer dans la civilisation, il a fallu que cet Olybrius qui s'est fait appeler ou qui s'appelait Akhenaton, il a fallu qu'il se présente castré selon les rites de Cybèle. Dans ses statues, il est dépeint en femme et effectivement à l'époque de Cybèle, on pratiquait la castration comme si il fallait vraiment faire la chose sérieusement pour pouvoir euh, entrer dans un circuit de passage par le réel. De même que le cannibalisme aurait besoin réellement de chair humaine plutôt que de soleil ou de manger du mouton pour réellement avoir des effets narcissiques importants. Mais nous n'en sommes qu'à une première étape parce que, et là nous en sommes à cette étape lacanienne qui va faire où finalement, une fois que le réel va être constitué, une fois qu'on va avoir cet accès à la castration, si on peut dire, où la castration va devenir une espèce de rituel, eh bien quelque chose se met à tourner en rond. Et c'est ce qu'on appelle le fantasme. Lacan situe le fantasme à ce moment-là. Mais le sujet reste dans son désir. Ici, là, on avait le narcissisme. Et en bas, ici, nous avons le désir, avec effectivement un rapport à l'autre. C'est pas simplement la, la, la noyade dans le soi-même, c'est un rapport avec l'autre qui est le rapport de fantasme avec un objet et qui entre dans un circuit où les lacaniens se sont arrêtés. Et je vais dessiner maintenant en vert la suggestion que de ce point réel, on puisse en effet non pas se tenir à ce circuit du fantasme qui va rester dans les béatitudes, hein, dans les altitudes, mais venir de nouveau jusqu'à ce point premier pour à ce moment-là avoir cette chose bizarre qu'on appelle l'ADN, qui n'est pas forcément du réel, mais qui est un code, qui est quelque chose qui serait l'étape supplémentaire à celle qu'on vient de voir, à l'étape lacanienne hein, de cette seconde psychanalyse, et qui, en faisant usage à ce moment-là du code ADN, arriverait enfin à effectivement avoir à nourrir ou à constituer un moi intégral, mais à ce moment-là qui serait triple selon les suggestions ou le détail que je vous faisais, hein. Donc aujourd'hui, c'est cette deuxième étape, enfin cette troisième étape en vert, hein, si on peut dire là, après le narcissisme, après le désir, nous aurions là le, le, alors, est-ce que c'est l'existence? Est-ce que ça, après, en tout cas, ce serait le- les fondations de l'établi
qui permettrait de poser et de construire ce qu'on appellerait un moi, qui serait autre chose que le moi freudien, qui, pour l'instant, le moi freudien en est resté à ce qu'on appelait un semblant, hein. Verdiglione a appelé ça un semblant. C'est le moi de la mémétique, c'est le moi de Elon Musk qui est tellement enivré par les semblables, les mèmes, ce qu'il appelle les mimes. Et nous aurions là une étape ultérieure à à la, à l'étape du même, du semblant ou de la finance ou du chiffre simplement monétaire. Mais ceci, ce que je suis en train de suggérer, c'est à réfléchir sur ce schéma, c'est là où nous voyons le geste de conservation de l'ADN serait celui qui nous permettrait justement de, de, de- de- d'estampiller ou d'imprimer le réel dans l'expérience humaine, plutôt que d'en avoir une connaissance simplement spirituelle. Mm. Donc j'arrête le partage pour... est-ce que j'ai un petit peu éclairci deux, trois choses qui pourraient nous servir le jour où on se demandera, tiens, est-ce que je conserve mon ADN et pourquoi? Mm. Mm. Est-ce que on peut dire que l'ADN est comme comment dire un miroir de du réel dont vous parlez sur votre graphe? Mhm. Mhm. Je pense qu'on peut dire ça, comme vous le dites, oui. Après, il faut savoir ce que ça veut dire, hein. Hmm. Mais c'est pas du tout incohérent de mettre ces concepts, de les enchaîner dans une phrase comme ça, l'ADN comme un miroir du réel. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, En même temps, en psychanalyse, le réel, il a quand même été bien défini, non? Par non, pas, je sais pas, c'est une question. On parle il du a, réel, du symbolique, enfin, j'avais l'impression que c'était oui. quand même des. Oui, il a certainement été bien défini par Lacan, qui, on peut espérer, savait ce qu'il voulait dire, mais les autres en ont parlé comme les rabbins parlent de Dieu, comme les prêtres parlent Hmm. de Dieu, et Oui, dans comme... une forme de répétition, ben oui, sans. oui, 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 Hmm, oui. hmm. Oui. Très précisément, alors après, si on entrait dans le détail, effectivement, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça vous dit quelque chose, Lacan a considéré qu'il pouvait manipuler les choses avec trois idées, avec ce Hmm, réel dont on parle là, mais hmm. avec aussi le symbolique, les Symbolique, imaginaire. signifiants, et Hmm, puis, c'est-à-dire la littérature, ce qu'on raconte, le réel, ce qui est vrai, et puis le fantasme, ce qu'on imagine. Je suis hmm, je dis hmm, des choses vraiment très caricaturales, mais donc il y aurait de l'imaginaire, il y aurait des choses. Une partie du monde serait imaginaire, une partie du monde serait symbolique, et une partie du monde serait réelle. Et il a mêlé ça hmm. avec quelque chose qu'il a appris assez tard dans sa carrière, c'était avec le modèle du nœud borroméen Ouais, mais, hmm, qui était le blason de la famille Borromée de Milan, et où ce sont trois nœuds qui ne sont jamais liés, trois ronds qui ne sont pas liés les uns l'un à l'autre, mais qui dans les hmm, trois font un ensemble où chacun hmm, est pris, alors qu'aucun n'est pris dans l'autre. Enfin bref, il y a un jeu logique hmm, et topologique qui fait qu'en fait, dans ce nœud borroméen qu'il a mis à plat,
il y a des croisements d'un cercle avec l'autre. Et Mm. donc, et dans ces croisements, il a essayé de placer des consistances. Par exemple, il y avait la jouissance, il y avait, je ne sais plus quels étaient les termes, qui, euh, qui essayaient de remplir ce nouage, de le remplir de concepts. Donc le réel, il a été défini comme en partie, d'abord comme le manque, comme ce qui était impossible, comme justement ce qui était la castration, ce qui était Mm. et puis aussi comme l'objet, comme quelque chose d'abject, comme quelque chose de, je me souviens plus les sous-divisions, si on peut dire, qu'il Mm. a trouvé. Mais ça, c'était de la dentelle qu'il faisait là, oui. Mm, Mm. mm, mm. Oui, enfin, ce qui est quand même assez, je trouve important, c'est que en fait, on peut pas isoler quelque part le réel. Il est tout le temps Exact, impliqué dans exact. le ouais. Exact, ouais. Et de la même façon, par exemple, parce que ça serait la même chose, on est dans dans ce même concerto, hein, on ne peut pas isoler une partie du moi. Le moi est composite Mmh. il est, et je pense que le terme va bien de dire il est triplex. Le terme va bien parce qu'on a parlé des complexes névrotiques, complexes d'Oedipe, et donc qui sont, qui est une logique d'interaction entre deux semblables. Euh, et, mais on s'en est tenu à deux, qui était le complexe du rapport sexuel. Ensuite, dans l'expérience intégrale, pas simplement du rapport sexuel, mais de la communauté sociale, alors c'est peut-être un jeu triplex. On pourrait peut-être employer ce mot qui allait bien avec Akhenaton, qui a été nommé par ailleurs à d'autres moments de l'histoire, qui a été nommé trismégiste, le trois fois nommé, le triple maître ou le triplex. Mmh. Si jamais cet homme a été a pu faire a été dans l'histoire, comme certains archéologues le disent, le premier individu, c'est-à-dire le premier moi de la psychohistoire. C'est les premiers, les grands égyptologues donc de l'époque de la découverte d'Amarna qui ont dit c'est le premier individu de l'histoire. Cet homme a été, il est sorti des rails de l'automatisme et des archétypes et donc il a été, certains égyptologues l'ont appelé le premier individu de l'histoire. Mmh. Maintenant, si jamais on croisait quelques personnes croiser ce webinaire un jour en disant, ah oui, mais justement l'ADN, puisque nous parlons de l'ADN d'Akhenaton, l'ADN d'Akhenaton a été retrouvé. Oui, ça c'est ce que disent les politiciens, hein. Donc, Mmh. bon, j'ai fait référence à l'histoire que je connais et que j'ai parcourue de ces rencontres avec les égyptologues et les politiciens. Donc, c'est une affaire, beaucoup de propagande, beaucoup de, de, de choses qui font que on est tout à fait dans l'incertitude, même si officiellement certains prétendent qu'on aurait redécouvert son ADN, mais c'est pas sûr du tout. Mmh. C'est possible, mais nous sommes en tout cas dans l'incertitude, ça c'est encore plus sûr, oui. Du coup, Et l'ADN est quelque chose de, sinon de flou, mais donc de- ou de complexe, mais il serait comme ça triplex, si on peut dire, hein. Donc, ça pose bien la table pour décider de la valeur de sa conservation. mmh. Parce que, à mon sens, si des drogues
peuvent avoir des effets sur les circuits neuronaux. Si des imprégnations lumineuses, par exemple des phosphènes solaires, peuvent avoir des effets sur les circuits neuronaux, si le fait d'absorber sa propre image dans un rituel anthropophage a certains effets très spécifiques sur les représentations du corps dans les circuits neuronaux, eh bien, deuxièmement, troisièmement ou quatrièmement, en tout cas, la conservation de l'ADN nominalement, c'est-à-dire au nom en son propre nom, vis-à-vis de ses semblables, et peut très très bien avoir des effets neuronaux aussi conséquents qu'une prise chimique ou lumineuse euh, donc Oui. Puis ou dans le pulsionnelle. cannibalisme, on mange Hmm. l'ADN de l'autre. Ça c'est une réalité absolue. Après, il est probablement immédiatement décomposé par les sucs, comme on dit, alimentaires ou les Mhm. processus alimentaires. Mais effectivement, oui, c'est l'ADN de l'autre. Et c'est tout à fait, c'est la mémoire de l'autre que les rituels cannibales invoquent. Absolument, oui, oui, oui. Même s'ils ne connaissaient pas à l'époque l'ADN, parce ils avaient peut-être une idée de la mémoire plus fine que ce que la réduction actuelle à l'ADN nous risque de, de, de précipiter, risque de nous précipiter comme réduction, oui. Dominique arrive pour les 4 dernières minutes. Est-ce que tu as une question d'homme ou quelque chose à... Ben non, là, c'est vrai que j'arrive un peu tard. Euh, Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça que c'est le moment de dire quelque chose ouais. pour, pour Non, ben oui, d'où je tu suis viens? tombé sur le Tu te- cannibalisme. ah, hmm. Après, Une chose, oui, la question, ça serait peut-être aussi, est-ce qu'on peut résumer l'être humain à son ADN? oui, tout à fait, oui, Hein, je veux dire, on peut voir oui, oui. voilà, Moi, l'autre personnellement, humain. ouais, personnellement, je pense que oui. Je pense que l'ADN est justement un de ces lieux privilégiés où on peut résumer, mais ça veut dire que l'ADN, c'est beaucoup plus que simplement le petit bout de truc Hmm. qu'on prétend. Mais qu'en effet, c'est un lieu cosmique tout à fait particulier. Donc, je pense que c'est une concentration ou un lieu de l'existence, je pense. Ouais. J'ai une question accessoire, incidentelle ou etc. à Dominique qui vit en Dordogne près des anciens Cro-Magnons ou est-ce qu'il y avait du cannibalisme dans les grottes Lascaux, etc. Est-ce qu'il y a des références nos anthropologues nous renseignent là-dessus ou bien Non, non, je ça ne s'est connais passé pas. ailleurs? Non, bon, ça n'exclut pas que ça soit passé ici, mais Oui, sans doute, oui. Oui, oui, et puis sans doute si ça s'est passé, ça a été refoulé comme partout ailleurs. oui, oui. Non, je n'ai vu aucune référence à ça. D'accord, d'accord, Et c'est d'accord. vrai qu'on Oui. en voit peu, même n'importe où ailleurs. Mm, On mm, voit que ça a été vraiment un refoulement, quoi. mm, 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 Que tu en parles, que Alan Arsman aussi, etc., mm, ont mm, réveillé ça, parce que c'est vrai que c'est quand même notre héritage, et puis on sent bien qu'il reste des trucs primaires en nous, quoi. mm, 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 Hmm. mm. Bon, là nous voilà, donc on a passé une heure. Denis, Oui. un commentaire? Un commentaire? Vieux motard que jamais.
Oui, oui, oui. Alors, un mot pour la route, un mot de motard pour la route. Mais le cannibalisme, alors, entre parenthèses, le plat, est-ce qu'il était déjà mort ou est-ce on l'a mis à mort? C'est-à-dire, Ben, est-ce que la personne était déjà morte ou est-ce qu'on le mettait à mort? Est-ce qu'on le sacrifiait? moi Ou j'ai est-ce qu'on le l'impression mangeait que vivant? oui, oui, tout a dû avoir lieu. Oui, L'humanité a tout inventé, oui. hein. Tout a dû avoir lieu et on a des mémoires de tout ça. Non seulement des fantasmes, mais on a effectivement aussi des mémoires de tout ça. Oui. Non, et puis il y a eu des témoignages de pratiques encore actuelles, Mm. euh, peut-être même au Japon, dans ces coins-là, Oui, 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 où, où on mange la cervelle d'un singe vivant, qu'on décalote, il a la tête prise oui, dans la oui. Ah table, oui, oui, oui. et Mais c'est pas. voir d'un singe, pourquoi pas d'humain, hein. Certainement. Ça a dû avoir lieu, oui, oui, oui. Ouais, Et comme il y a eu des dirais-je, témoignages comme ça oui, au XXe siècle, donc on n'est oui. pas si loin, hein. Et comme le dit, c'est la psychanalyse qui dit ça, en tout cas c'était Silvio Fanti qui le disait, mais bien d'autres l'ont dit. Dans l'humanité, il suffit que un humain ait une expérience pour que l'humanité ait l'expérience. Ah oui. Donc Mhm. on peut invoquer ça dans ces termes-là. Bon, mais là, ça a certainement été pratiqué comme beaucoup de choses durant ces millions d'années, milliers et milliards de gens. Bon, Mhm. j'interromps là-dessus et à la prochaine. D'accord. Donc,